Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. Le Sénat travaille actuellement sur la maladie de Lyme, cette maladie qui se transmet par les tiques et qui se développe actuellement en France et en Europe. Elle provoque des problèmes de peau, mais aussi des difficultés cardiaques ou neurologiques. Les sénateurs mènent actuellement des auditions pour définir toutes les caractéristiques de cette maladie et ils s'interrogent aussi sur la stratégie thérapeutique à adopter face à cette maladie et sur le rôle des autorités de santé. Les auditions du Sénat sur la maladie de Lyme, c'est tout de suite. Avant d'aborder des problèmes plus techniques, je voulais juste dire que moi, dans ma vie de médecin de tous les jours, je vois des milliers de malades en grande souffrance, en errance, qui sont un petit peu rejetés par le corps médical, alors qu'on sait avec tous les médecins, notamment les médecins généralistes, et puis Raouf Gauzy à Lannemezan, où nous traitons les maladies Lyme chroniques, on peut améliorer ou guérir 80% des patients. Donc là, il y a quelque chose qui tourne pas très rond. Et quand on dit que tout ça, c'est un effet placebo, etc., c'est totalement faux. On connaît des gens qui ont tout perdu pendant 10 ans, 15 ans en plus, leur famille, leur boulot, qui sont handicapés, certains en fauteuil roulant, et qui retrouvent la vie. D'ailleurs, la première chose qu'ils font, c'est d'abandonner les associations de malades et d'aller retourner au travail et de s'occuper de leur famille, donc ce qui est bon signe, ce qui montre que c'est pas du tout psychosomatique. Il y a un énorme problème. Moi, j'ai 2 ans d'attente à ma consultation, de gens désespérés. C'est pareil à Lannemezan. Je remercie les centaines de médecins généralistes qui prennent en charge ces malades aujourd'hui et malheureusement qui continuent à être persécutés par la Caisse d'assurance maladie, le Conseil de l'ordre des médecins. Alors, je suis d'accord que dans tous ces médecins, quelquefois, il y a un petit pourcentage de charlatans qui profitent du système, mais la plupart, c'est vraiment des médecins très honnêtes qui aident les patients au quotidien. Alors pour ce qui est des recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est un réel progrès. Je ne comprends pas bien que les personnes qui ont participé à l'écriture du texte après se sont désolidarisées. Ça paraît très surprenant. Moi qui ai présidé des commissions au ministère pendant 15 ans sur les recommandations de bonnes pratiques basées sur les preuves, je n'ai pas bien compris. Et ce qui est un petit peu ennuyeux actuellement, c'est que c'était clairement écrit dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé que les centres de référence des maladies de Lyme, des maladies vectorielles à tiques, c'est écrit devront, c'est pas devrait peut-être, avoir des représentants des associations de malades et des médecins Lyme, c'est-à-dire tous ces médecins qui soignent de Lyme chronique au quotidien dans leur comité de pilotage. Or, dans le texte qu'on a reçu, parce que moi j'ai envoyé il y a quelques jours le dossier de candidature pour être centre de référence, envoyé par la Direction générale de l'organisation des soins, les malades n'apparaissent plus, les médecins Lyme n'apparaissent plus, et pour moi c'est une entrave à la démocratie sanitaire, parce que moi j'ai connu le sida il y a très longtemps, au début de ma carrière. Les malades ont été associés à l'Agence nationale de recherche sur le sida dès le début, ils étaient dans le conseil scientifique. Moi, quand j'ai présenté des dossiers de recherche sur le sida, il n'était pas question que ce soit pas revu par des associations de malades. Et là, dans le Lyme, les malades n'existent plus, c'est des fous, et on n'en parle pas. Et pour moi, c'est quelque chose de très choquant au niveau de la démocratie, du respect qu'on doit à ces malades qui sont en grande souffrance. Et malheureusement, dans les hôpitaux aujourd'hui, on l'a vu dans des publications récentes de collègues, seulement 10%, voire 20% des malades qui ont vraiment une maladie Lyme chronique ou ce qu'on appelle maintenant le SPPT, ce syndrome persistant polymorphe après possible piqûre de tique, sont reconnus comme tels et les autres ne sont pas reconnus, sont envoyés sur d'autres diagnostics un peu bizarres ou en psychiatrie. Et quand on les reconnaît, on leur donne 3 semaines de traitement. Après, on leur dit « vous êtes guéris ». Et moi, j'arrête pas d'avoir des mails tous les jours de gens qui disent j'ai vu tel médecin dans tel hôpital et on me dit que je suis guéri alors qu'il n'est pas guéri du tout. Et tout le monde se retrouve en psychiatrie, ce qui est pour moi très choquant pour ces malades qui ne sont pas du tout psychiatriques. Voilà, donc je reçois des mails de détresse tous les jours. J'ai reçu un mail, je peux vous en envoyer si vous voulez de façon anonymisée, mais encore il y a 2 jours, quelqu'un qui voulait se suicider après avoir consulté dans différents services en France. J'ai connu personnellement des gens qui sont suicidés, donc l'histoire du suicide dans le Lyme, je sais que ça existe. Alors, juste un petit résumé de la situation, je vais être très bref. Sur les publications, quand on dit, parce qu'aujourd'hui on parle du traitement,
Il n'y a aucune donnée scientifique en faveur du traitement. Il y a quand même plusieurs études, dont une nous on avait publiée il y a quelques années, je crois que c'était une dizaine d'années, avec Jérôme Salomon, qui est maintenant directeur général de la santé, Juliette Clarissou, qui était chef de clinique dans le service, sur une centaine de malades. On avait quand même amélioré ou guéri 80% des malades qui étaient en situation de Lyme chronique. Alors, toutes ces études ouvertes, il y en a. Je vous donnerai les références après, si vous voulez, pour que vous puissiez vérifier, mais il y en a quand même plusieurs publiées. Alors, certains collègues me disent, bah oui, mais s'il n'y a pas de groupe témoin, un tirage au sort avec un placebo, ça n'a aucune valeur. Moi, je suis entièrement d'accord pour faire des études contre placebo. Ça fait des années que j'en réclame, je n'ai pas eu le financement. Mais ce qui est aussi surprenant, c'est qu'on voit qu'il y a d'autres maladies infectieuses dues à des bactéries, des infections bactériennes chroniques, comme la fièvre Q chronique, comme la maladie de Whipple. Il n'y a jamais eu aucune étude scientifique contre placebo publiée. Et pourtant, dans les recommandations officielles, qui sont validées par la Société de pathologie infectieuse et par les gens du monde entier, on accepte que les gens reçoivent 1 an et demi d'antibiotiques associés à d'autres anti-infectieux, voire des traitements quelquefois à vie maintenant quand les gens rechutent. Donc il y a 2 poids 2 mesures, parce que pourquoi la maladie de Lyme serait traitée différemment d'autres maladies infectieuses. Après, donc pour ce qui est des études dites randomisées dans le jargon médical, randomisé, ça vient de l'anglais random, le hasard. On tire au sort des patients volontaires pour voir pour évaluer un traitement contre un placebo ou d'autres médicaments. Souvent, on entend dire, mais il n'y a aucune étude randomisée qui montre que le traitement du Lyme est un peu prolongé, sert à quelque chose. Et pourtant, il y a 2 études randomisées publiées qui montrent le bénéfice. Simplement, c'est validé sur des critères d'évaluation très précis. Et je peux vous donner les références aussi. Donc c'est publié dans des revues scientifiques internationales. C'est vrai que ces traitements n'ont pas été très, très prolongés, qu'après, les gens ont rechuté après. Voilà. Alors, on va nous faire valoir qu'il y a 2 études dites randomisées publiées dans un des plus grands journaux médicaux, le New England Journal of Medicine, qui disent que ça ne sert à rien de traiter de façon un peu prolongée. Ces études ont des graves biais méthodologiques et je ne comprends même pas comment elles ont pu être publiées dans un des plus grands journaux médicaux. Mais on sait aussi que le New England Journal appartient à l'université de Boston, qui aussi héberge la Société américaine de maladies infectieuses, qui fait les recommandations sur Lyme. Donc, je ne peux pas rentrer en détail dans ces études, mais ce qui est très choquant, c'est que d'abord, ils ont mis la barre de l'évaluation à 3 mois après le début du traitement. Pour moi, 3 mois, c'est une très mauvaise date. Et ils n'ont pas tenu compte de tous les signes cliniques, articulaires, cardiaques, neurologiques. Ils les décrivent au début, mais après, ils n'en parlent plus. Ils font juste un score de qualité de vie. Donc, dans l'étude, c'est une psychologue qui vient vous voir à 3 mois, qui dit « Bonjour monsieur, madame, comment ça va aujourd'hui ?» Alors la personne dit « Mais ça va très bien ou pas du tout ?» Puis voilà, on dit « C'est échec ou succès ?» Si je faisais ça sur mes malades, j'aurais les mêmes conclusions que le journal, le New England Journal, parce que c'est une très mauvaise méthode. Moi, à 3 mois, j'ai 20% de mes malades qui sont ravis, qui disent super docteur, je revis. Ils ne sont pas toujours complètement guéris, mais ils se sentent vraiment transformés. Il y en a 20% qui vont dire c'est la cata, je suis bien pire qu'avant le traitement, parce qu'il faut savoir que les traitements antibiotiques du Lyme, ça aggrave les malades, et l'aggravation peut durer des mois dans certains cas. Et puis les autres vont dire bof, c'est pas terrible, votre traitement ça marche pas très bien, et en fait si on les revoyait 1 mois ou 2 mois après, ils seraient améliorés ou guéris. Donc c'était une très mauvaise période choisie, et donc ces études n'ont pas grande valeur. Et quand on me dit il n'y a aucune étude randomisée qui montre quelque chose, j'ai dit il n'y a aucune étude randomisée de qualité, de durée suffisante, c'est supérieur au moins à 4 mois. Et malheureusement, moi j'ai demandé ces études depuis des années, j'ai jamais eu le financement, donc il faudrait que ça change. Donc tout doit passer par la recherche clinique, parce que je reconnais comme il n'y a pas eu d'études bien faites, les publications ne sont pas de très bonne valeur. Il y a des tas d'études qui montrent que tel médicament marche sur Borrelia au laboratoire, où il y a des petites séries de patients. On a vraiment besoin d'avancer. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Haute Autorité de Santé, en disant aux médecins Lyme, quelquefois vous faites un peu n'importe quoi, vous utilisez des méthodes non validées, ce que je reconnais, ils ont dit maintenant on va faire des centres de référence pour que tout soit enregistré dans des bases de données.
et qu'on puisse évaluer ce que vous faites avec des traitements pas très orthodoxes, mais après on verra au bout de 6 mois, 1 an, les résultats des courses. Et c'est pour ça qu'à la fédération, on avait signé le texte en disant c'est une bonne idée, on est ravis que les autorités évaluent ce qu'on fait au quotidien, même si c'est pas pour l'instant validé dans des études scientifiques, et nous on le demande vraiment de façon très ferme. Alors après, quand on nous dit que le Lyme, que tout est guéri au bout de 3 semaines, ça, je crois que les gens doivent lire les publications scientifiques, que la persistance des symptômes ou des signes après les traitements officiels actuels de 3-4 semaines, j'ai 6 références que je vous donnerai qui montrent que les signes cliniques persistent. Sur la persistance des Borrelia de façon microbiologique chez l'animal, y compris le singe qui est très proche de l'homme, j'ai 7 références. Et même chez l'homme, en phase tardive de la maladie, quand ils ont reçu des semaines ou voire des mois d'antibiotiques, j'ai 14 références pour montrer que la Borrelia est toujours vivante, c'est-à-dire qu'elle peut persister très longtemps. Même si sur le moment les malades sont améliorés, ils vont rechuter après. Donc il y a des preuves scientifiques. Et puis un petit mot pour le fameux SPPT, syndrome persistant polymorphe après piqûre de tique, qui a été redéfini par la HAS. Je dois rappeler que ce syndrome a été défini la première fois par le rapport du Haut Conseil de la Santé publique en 2014. Et qu'un membre éminent du groupe, d'ailleurs, qui était sur les fonds baptismaux du SPPT, récemment a dit dans les médias que ce SPPT, c'était un truc bizarre qui était créé par des médecins qui faisaient pas des choses sensées, et que c'était un truc purement français. Il était pourtant co-signataire de la création de ce SPPT dans le rapport du Haut Conseil. C'était entériné par l'Haute Autorité de Santé. On a dit dans les médias que c'était un truc purement franco-français. C'est très très proche de ce que les Américains appellent le PTLDS, Post-Treatment Lyme Disease Syndrome, avec des publications scientifiques que je peux vous donner qui montrent la définition clinique avec toutes les anomalies des examens complémentaires chez ces malades. C'est pas quelque chose qui est purement français, qui est maintenant reconnu dans le monde, et dans le rapport récent du ministère de la Santé américain sur ce Post-Treatment Lyme Disease Syndrome, ils disent que la persistance de la bactérie malgré les traitements est une des causes possibles parmi d'autres causes. Donc maintenant, c'est quelque chose qui est officiel aux États-Unis. Voilà, donc les principales avancées du rapport de la HS qui n'a pas été reconnu par tout le monde, c'est qu'on reconnaît finalement que les tests sérologiques ne sont pas fiables à tous les coups, que le diagnostic de ce fameux SPPT doit être un diagnostic clinique, c'est-à-dire que le médecin doit éliminer un autre diagnostic, et que c'est la réponse à un traitement antibiotique d'épreuve qui permet de faire le diagnostic. Il y a la possibilité de traiter plus longtemps en se mettant en relation avec un centre de référence qui sont en cours de création parce que les autorités nous ont dit, OK, comme je vous disais, vous pouvez faire des choses qui ne sont pas reconnues aujourd'hui, mais on veut le valider. Et c'était l'esprit de ces centres de référence. Voilà, je vais peut-être en rester là pour l'instant, puis je répondrai aux questions. Merci. On continue le tour de table. Donc, merci, Monsieur le Président. Je vais peut-être faire beaucoup plus court que toi, Christian, puisque tu as quand même défriché beaucoup de choses. Alors, concrètement, il y a quand même une histoire historique en ce qui me concerne, parce que bien sûr, je suis interniste de formation, mais j'ai un parcours en infectieux, puisque j'ai fait 2 semestres en maladie infectieuse au CHU de Toulouse, et j'étais chef de clinique à Montpellier chez Jacques Rennes. Et ce qui m'avait interpellé quand j'étais justement à Toulouse, et c'est aussi ça qui m'a conduit à voir un peu différemment les choses avec la maladie de Lyme, c'est que j'avais ma chef de clinique qui avait pris en charge un patient qui avait une chirurgie positive, qui avait un tableau de ce qu'on appelle la radiculite, donc c'est assez typique, hein. Vous avez une atteinte de la racine nerveuse, avec aucune autre explication, et puis un contexte clinique tout à fait compatible. La personne est traitée par antibiotiques pendant 3 semaines, il est totalement amélioré, sauf que au bout de 3-4 semaines, il rechute. Et là, donc, il revient voir ma chef de clinique, elle lui redonne un autre antibiotique, la doxycycline. Pareil, ça marche super bien, 100% d'amélioration, mais il revient une 3e fois au bout de quelques semaines. Et là, on lui dit, non mais là c'est bon, vous avez eu le tarif, moi je ne peux plus rien faire pour vous. Ça m'avait fortement interpellé. Il s'avère qu'il y avait un autre élément qui m'avait interpellé,
c'est qu'effectivement, quand j'étais chef de clinique à Montpellier, on disait qu'il n'y avait pas de présence de tiques sur le bassin méditerranéen, mais j'ai quand même vu des érythèmes migrants en consultation, voilà, que j'ai traité. J'ai revu des personnes qui avaient également le tableau un peu similaire de celui de Toulouse, que j'ai traité plus longtemps, avec vraiment une efficacité totale par le traitement prolongé. Et c'est tout ça qui m'a quand même fortement interpellé. Juste, donc j'en suis resté là, bien entendu, je ne suis pas allé plus loin, mais en arrivant sur l'hôpital de Lannemezan en 2011, qui a priori n'était pas une zone très concernée par la maladie de Lyme, ben finalement, des associations de patients, si je connais, c'est la seule maladie en fait où j'ai pu voir ça, sont venus voir mon directeur en lui demandant mais est-ce que vous êtes d'accord pour vous occuper des malades de Lyme? Bon, ben, moi je lui dis bien sûr, s'ils sont malades, pas de problème. J'en ai quand même référé à mes pairs sur Toulouse, ils m'ont dit il n'y a pas de souci, ouf, hein, tu t'en occupes, tant qu'il n'y a pas de vague, aucun problème. Et c'est comme ça que ça a démarré, et c'est comme ça que j'ai constaté effectivement ce que toi-même tu as constaté, Christian, des personnes qui répondaient à des traitements un peu différents de ce qui était recommandé de façon officielle, avec pas toujours des résultats probants, ça c'est clair, ça marche pas toujours, mais globalement quand même des résultats très intéressants. Donc ça c'est la partie historique. Par contre, j'ai eu l'occasion aussi de participer au groupe de travail du Haut Conseil de la santé publique et ensuite de la HAS, mais en 2012, lors du travail du Haut Conseil, il y avait deux choses qui m'avaient quand même fortement surpris. C'est premièrement, au niveau des tests, on avait bien constaté justement avec l'ANSM que beaucoup de réactifs n'étaient pas aux normes. Donc entre-temps, il y a eu réactualisation. Ça, c'était déjà un fait. Et deuxième fait, c'est que pendant le déroulement de ce groupe de travail, Muriel Vecchiosa, que vous avez auditionné la semaine dernière, a fait une étude avec justement les médecins qui sont censés être sensibilisés à la maladie de Lyme. Et sur 70 patients qui avaient été testés à un instant T, ils avaient retrouvé à peu près 50 ou 55 patients positifs avec une bartonelle en ADN, en PCR, et seulement 6 de ces patients avaient une culture positive pour la bartonelle. Suite à ça, ces personnes ont eu un traitement. Elles ont été améliorées à la fois au niveau des symptômes cliniques qui sont décrits sur l'étude qui a été publiée en 2016 sur une revue tout à fait correcte, Emerging Infectious Diseases, et ils ont donc aussi une disparition de la bactérie après traitement. Donc ça, c'était quand même intéressant, et c'est ça qui a permis justement de mettre le diagnostic, d'apporter un diagnostic de SPPT qui potentiellement pouvait couvrir certes la bartonelle, peut-être de la borrelia qui n'était pas suffisamment traitée, mais également d'autres agents pathogènes, parce qu'on le sait très bien, hein, je pense qu'Alinra Muriel Vecchiosa le dit régulièrement, il y avait une publication dans le journal Le Monde, c'était le 10 mars 2014 ou 2015, où en forêt de Sénart, elle avait constaté en termes de génome, 40% de génomes bactériens non connus, non répertoriés à l'époque, et autant pour des parasites et des virus. Donc c'est vrai que le SPPT a l'avantage d'être quelque chose de beaucoup plus large. J'ai encore que 2 points rapides à aborder. Pour aller dans ton sens, Christian, tu parlais du PTLDS, qu'on assimilait également au syndrome post-Lyme. Effectivement, on disait que ce syndrome correspondait donc à des personnes qui avaient été correctement traitées par un traitement conventionnel, qui n'avaient plus de symptômes cliniques, qui n'avaient pas de mise en évidence de bactéries de façon évidente, avec les limites des tests, on va dire directs, que l'on connaît, et de ce fait aussi que donc un retraitement n'était pas efficace. Ça, c'est ce qu'on appelle le PTLS ou syndrome post-Lyme. En fait, John Ocott, qui est quand même un éminent infectiologue de l'hôpital de Baltimore, Johns Hopkins, aux États-Unis, en début 2018, a fait une publication justement où, dans ce fameux syndrome, on a tous les symptômes, enfin on a beaucoup de symptômes qui se recoupent avec le fameux SPPT. Et donc c'est des choses qui se rejoignent très fortement. Et pour finir, il y a quand même quelque chose, moi, qui me choque fortement, c'est effectivement les suicides. J'ai encore vécu tout récemment le suicide d'un jeune de 20 ans. Ça faisait à peu près 4 ans ou 5 ans d'évolution de ces symptômes. Moi, j'ai commencé à le prendre en charge au mois d'août 2018, parce que malheureusement, à cause des délais de consultation, je n'ai pas pu le voir. Il a fallu à peu près 2 ans avant que je puisse le voir. Et finalement, 5 mois après une prise en charge où je commençais à avoir des évolutions plutôt favorables, la famille en est témoin, puisqu'elle m'a même remercié dans les suites de son décès, de façon officielle. Ce jeune homme, parce qu'il a été de nouveau hospitalisé, on l'a traité d'hystérique,
Et là, il n'a plus supporté cette situation et donc il a mis fin à ses jours à 20 ans. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui on est là pour essayer justement d'éviter. Alors effectivement, bien sûr, tout n'est pas Lyme. Ok, il n'y a pas de problème, hein, c'est clair. On parle beaucoup de microbiote intestinal, avec d'autres pathologies pouvant être déclenchées par ce microbiote intestinal. C'est beaucoup plus large, il n'y a pas de problème. Mais dans le cadre du Lyme et des maladies associées, maladies vectoriellatiques, il y a une vraie problématique. Et il est temps que la science s'empare, parce que là, je parlais de l'étude de Muriel Vecetosa qui a été faite en collaboration avec le service de bactériologie de Marseille, M. Parola et M. Raoult, mais il n'y a pas eu de suite. Pourquoi? C'est très surprenant. Je sais qu'il y a aussi des études sur Borrelia miyamotoi là, qui sont en cours, avec beaucoup de publications qui montrent qu'il y a des tableaux de fibromyalgie compatibles avec justement Borrelia miyamotoi, détection de Borrelia miyamotoi. Mais voilà, le nombre d'études, c'est ce qu'on avait constaté avec M. Hansmann aussi, hein, et Christian Perron lors du travail de la Haute Autorité de Santé. Il y a très peu de publications en fait dans le cadre des maladies vectoriellatiques, sur lesquelles on peut s'appuyer. Je voudrais revenir sur en fait la thérapie qui aujourd'hui peut en tout cas être utilisée dans certains cas. Il y a une association américaine, alors je ne sais pas si je vais bien la prononcer, qui s'appelle ILADS ou ILADS si on veut la prononcer en français, qui plaide pour la reconnaissance d'une forme chronique de Lyme et soutient qu'il est scientifiquement démontré que la Borrelia peut rester dans des tissus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, même après un traitement antibiotique, ou qu'elle peut développer des biofilms qui la rendraient résistante aux antibiotiques. Quel est votre avis sur cette affirmation? Vous avez un petit peu dit ce que vous en pensiez, mais par rapport aux travaux justement américains, est-ce que vous avez quelques précisions à nous apporter? Pourriez-vous aussi rappeler les risques que comporte un traitement antibiotique prolongé? Parce qu'on en a parlé la semaine dernière avec un certain nombre de personnes qui sont intervenues dans la deuxième table ronde. Mais est-ce que vous, de votre côté, vous pourriez nous préciser quels sont les risques, tant pour le patient qu'en termes de santé publique? Risque-t-on l'antibiorésistance face à Lyme, en fait? Un troisième point, pensez-vous que des traitements antibiotiques de long terme, par exemple séquentiels, sur des périodes de plusieurs mois, éventuellement en variant les molécules, mais c'est ce que vous avez dit, docteur Gauzy d'ailleurs, ce que vous aviez élaboré pour certains patients, présentent un intérêt pour le traitement de la maladie de Lyme, même en l'absence de sérologie positive? Et puis un dernier point, pourriez-vous nous parler de solutions thérapeutiques, alors antibiotiques ou pas, là du coup, qui ne sont pas référencées dans la recommandation de la Haute Autorité de Santé, mais qui sont expérimentées par certains médecins qui se spécialisent dans Lyme. Et merci de nous préciser celles qui mériteraient, selon vous, de faire l'objet d'études sérieuses ou de recherches. Merci. Alors, je vous laisse répondre à ces questions rapidement, puisqu'après, j'ai quand même déjà 4 ou 5 collègues qui veulent vous poser eux-mêmes leurs questions. On refait le tour de table. Monsieur Perron, d'abord. Merci. Alors, pour les recommandations de l'ILADS, cette société américaine qui existe depuis longtemps, qui est composée de médecins qui soignent des maladies de Lyme chroniques, effectivement, ce n'est pas des recommandations d'une très grande qualité scientifique, puisqu'ils n'ont pas eu d'argent pour faire la recherche, mais ce sont des gens qui ont sauvé des centaines de milliers de gens aux États-Unis et qui sont les seules recommandations qui étaient officielles aux États-Unis encore récemment, parce que Trump a retiré le National Guidelines Clearinghouse, qui était le site où étaient hébergées toutes les recommandations, même sur le diabète, l'arthrose et toutes les maladies, pour des raisons budgétaires. Donc ça a été supprimé récemment, ça n'a rien à voir avec Lyme, mais les recommandations de la Société américaine de maladies infectieuses sur laquelle s'appuient mes collègues n'ont plus cours aux États-Unis, et c'est celle de l'ILADS qui ont cours. Sur le risque de l'antibiothérapie prolongée, ça a été évoqué tout à l'heure en disant qu'effectivement mettre des cathéters, ça des petits tubes en plastique qui remontent jusqu'au cœur dans les veines pour donner des antibiotiques au long cours pendant des mois, ça n'a strictement aucun sens dans la maladie de Lyme. Je le fais pratiquement jamais, sauf exception. Malheureusement, il y a quelques médecins qui ont des pratiques un peu bizarres, qui ont fait ça dans le monde, y compris en France. Il y a eu des morts, mais ces morts, il y en a eu 12 en 20 ans. C'est n'importe quoi de dire que l'antibiotique tue les Lyme, alors que l'antibiotique a sauvé des millions de gens. Donc là, c'est de la désinformation, mais qui a été relayée par des médias qui voulaient le relayer. Après,
L'esprit de parce que, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de traitements qu'on fait sont pas validés aujourd'hui, et c'était l'esprit des centres de référence et des recommandations de l'autorité de santé. C'est-à-dire qu'un médecin généraliste fait un mois de traitement d'épreuve pour voir si ça marche, et après il a le droit de traiter plus longtemps, il a le droit d'associer d'autres molécules. En collaborant avec un centre de référence. Et après, tout ça doit être enregistré sur des bases de données, ce qui était écrit recherche dans le texte de l'HS, mais recherche au sens de l'HS, ce n'était pas recherche pure et dure, faire une étude randomisée, double aveugle, c'était de suivre des cohortes de patients. Et pour répondre à la médecine basée sur les preuves tout à l'heure, moi je suis un ardent défenseur de la médecine basée sur les preuves. On a oublié ce qu'ont dit les Canadiens qui ont créé cette logique il y a assez longtemps. La médecine basée sur les preuves, c'est un trépied. C'est les données publiées dans les grands journaux scientifiques. 2, c'est l'expérience du médecin. 3, c'est l'avis du malade quand on lui expose toutes ces données. Et c'est clairement écrit par Sackett, qui a décrit la médecine basée sur les preuves il y a très longtemps. Dans plein de domaines de la médecine, les données scientifiques publiées ne sont pas bonnes ou sont insuffisantes pour des raisons diverses et variées, y compris dans les maladies rares, par exemple. Donc, l'expérience du médecin est irremplaçable et l'avis du malade est irremplaçable. Or là, on a mis à la poubelle ce qui est l'essence même de la médecine basée sur les preuves, en la réduisant qu'à des publications scientifiques qui, dans le Lyme, ne sont pas très bonnes et très limitées. Après, pour les co-infections, et puis l'histoire que le Lyme donne toutes les maladies de la Terre, c'est faux. On sait très bien, on en a guéri tous. Il y a quelques cas de sclérose en plaques, quelques cas de sclérose latérale amyotrophique, quelques cas d'autisme qui guérissent complètement ou qui s'améliorent avec les antibiotiques. Parce que la maladie de Lyme peut simuler toutes les maladies. On n'a jamais dit que la maladie de Lyme était la cause de toutes les maladies de la Terre. Donc là aussi, c'est de la désinformation. Les laboratoires vétérinaires, il faut arrêter de leur taper dessus. L'INRA qui est représenté ici, Muriel Vessier, quand elle a fait ses publications sur la Bartonelle, c'était la technologie vétérinaire appliquée aux humains. D'ailleurs, Muriel Vessier, à l'époque, avait demandé l'aide de Didier Raoult pour confirmer ces résultats qui ont été confirmés chez l'homme. Un singe ou un homme, c'est exactement les mêmes techniques. Il faut, au contraire, alors, je ne comprends pas qu'on attaque les labos vétérinaires alors que l'OMS dit maintenant il faut faire une seule santé, One Health en anglais. Les humains et les animaux partagent le même environnement, y compris l'environnement microbien. Il faut avoir une politique globale. Donc ça va totalement en contradiction avec les recommandations de l'OMS. Et moi, je demande à ce que les vétérinaires, les entomologistes soient complètement associés à la recherche qui commence un peu avec l'INRA et des projets. Voilà. Et puis pour ce qui est des recommandations de la SPIL qu'a évoqué Pierre Tadevin, j'ai jamais eu la notion que le ministère avait chargé la SPIL de faire des recommandations. J'ai plutôt eu des échos inverses. Et la Haute Autorité de Santé, en tout cas dans ce qu'elle a dit récemment dans une réunion avec sa présidente, a dit qu'elle ne validerait pas ces recommandations, qui étaient des recommandations de sociétés savantes non basées sur les preuves, et que je crois que là, il faut arrêter la désinformation. On peut continuer jusqu'au bout de la table, en étant précis mais bref. Tout à fait. Alors, je vais essayer de répondre, parce que tu as abordé déjà pas mal de points, Christian, à 2 points. Par rapport déjà en fait au traitement séquentiel. Le principe du traitement séquentiel, ce qui est quand même un peu, on va dire, atypique dans le cas des maladies infectieuses, moi je ne connaissais pas ça autre que dans le Lyme, c'est que d'après même un microbiologiste qui est le professeur Zhang de l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore, c'est un peu à l'instar de la tuberculose, la Borrelia a une croissance lente, d'ailleurs on le sait, puisque la culture met plusieurs semaines à plusieurs mois parfois, sur des milieux spéciaux. Et donc, le principe, c'est de donner un traitement qui va être de 10 jours, 14 jours, voire un peu plus, avec des coupures pour préserver justement le microbiote intestinal. Sauf que le problème de ces traitements, et ça c'est bien aussi le dilemme, c'est que ça n'éradique pas forcément la maladie. Justement, il peut y avoir une persistance prolongée de la maladie si on n'a plus de traitement. Ça, c'est déjà un point pour les traitements séquentiels. Après, par rapport aux molécules autres qu'antibiotiques, effectivement, qui pourraient être développées dans le cas des centres de référence. Il y a une étude, c'est l'étude de Schartz en 2004, qui montrait que des patients qui avaient un vrai Lyme, avec sérologie positive, avaient été traités par antibiotiques, avaient une persistance quand même des symptômes. Alors je ne sais plus le nombre de patients, mais de tête, je dirais qu'ils étaient peut-être une trentaine. Et après fluconazole, proposé pendant 21 jours, visiblement, il y a eu quasiment du 100%
de bonne réponse au traitement, sans récidive à 1 an. Il y avait un recul d'1 an dans cet article. Donc voilà, ça veut dire que, bien sûr, peut-être, et ça d'ailleurs c'est M. Zhang, professeur Zhang de Baltimore, nous expliquait qu'effectivement, in vitro, le fluconazole, donc un antifongique, avait une action quand même sur Borrelia. Donc il y a une corrélation sur cette publication, mais également au niveau in vitro. Donc il y a peut-être des choses à creuser de ce côté-là. Mais après, on va dire ça ne cautionne pas forcément l'utilisation de toutes les molécules. Pour M. Le Sens, l'utilisation de 10 antibiotiques ou de 10 traitements en même temps, effectivement, on sait qu'il y a certains praticiens, à tort, le font. On n'est pas du tout en accord avec cette pratique. On fait des choses beaucoup plus simples, c'est plus de la monothérapie, voire de la bithérapie. Et effectivement, tout ça, il faut le corréler par des protocoles, il faut cadrer les choses, on est parfaitement d'accord, il n'y a pas de problème. Et donc juste aussi par rapport à Madame Bonnet, là je reviens sur l'histoire du fait que quand on est piqué par une tique, effectivement on a un système immunocompétent, que donc on va se défendre, ce qui est vrai. Et on sait très bien qu'en Alsace, il y a des villages où la séroprévalence est de l'ordre de 20%, avec des patients asymptomatiques, ou sur des études chez l'ONF, chez les forestiers, avec une séroprévalence de 14%, sans symptômes. Mais en fait, on se rend compte, et puis moi j'ai quelques exemples très concrets, que parfois dans un état de stress, dans un état de burn-out, justement, les personnes vont avoir un système immunitaire qui va être affaibli. Il y a des études qui sont en cours, qui montrent un peu pourquoi le mécanisme au niveau lymphocytaire, qu'est-ce qui se passe. Et à cette occasion, justement, un peu peut-être à l'instar de certaines pathologies qui peuvent se réactiver, telles que l'herpès, parfois il y a des manifestations de Borrelia qui peuvent ressurgir, alors que la personne était asymptomatique. Et c'est ça qui fait un peu, peut-être la complexité. Il n'y a pas beaucoup de publications par rapport à ce genre de présentation. Donc voilà, on sait, je pense que il y a M. Gascan qui est passé la semaine dernière, il nous a bien montré des études chez la souris où, lorsque vous aviez une co-infection entre Borrelia et la grippe, on ne produisait pas en fait les anticorps contre la grippe, tout simplement parce qu'il y avait une atteinte de la Borrelia au niveau des centres germinatifs, au niveau des lymphocytes B. Donc il y a quand même un état d'immunodépression qui peut être induit par la Borrelia. Et pour finir, pour répondre à M. Hansmann, quand je disais qu'il n'y avait pas beaucoup de publications là, sur le Lyme, non, je parlais des co-infections. C'est surtout au niveau des agents co-infectants tels que la Bartonelle, mais même la Babesia. Il n'y a pas beaucoup, vous avez fait peut-être 1 ou 2 publications par rapport à la Babesia, mais c'était surtout par rapport aux co-infections dont je parlais. Et dernière chose, bien entendu et fort heureusement, il y a des patients qui vont être contaminés par la Borrelia et seulement, peut-être pour des raisons génétiques et peut-être pour des raisons de souche et pour d'autres raisons, vont présenter un syndrome persistant après la piqûre de tique. Mais ça correspond à peu près au fameux PTLDS, justement au syndrome post-Lyme. Ce n'est pas tous les patients. Donc quand même 80% des patients dans le monde vont avoir une bonne réponse immunologique après un traitement antibiotique court. Mais il y a à peu près 20% des patients qui ne rentrent pas dans ces critères. Il existe dans cette maladie des questions scientifiquement non résolues. Et elles n'ont donc pas forcément permis de trancher les débats. Tout ceci est consigné dans l'argumentaire scientifique. Après un certain nombre de réunions, la dernière réunion s'est tenue en mars 2018 et une recommandation de bonne pratique avait pu être élaborée avec 2 présidents de groupes différents, vous l'avez rappelé, qui présentaient le résultat du consensus obtenu au sein du groupe. Il y a eu ensuite quelques discussions avec la SPILF, une réunion d'ailleurs que j'ai présidée moi-même pour comprendre à ce stade les dissensions. Et le 13 juin 2018, le collège de la HAS a décidé d'adopter seul ces recommandations sous l'intitulé « Recommandations de bonne pratique borréliose de Lyme et autres maladies vectorielles à tiques » qui ont été publiées le 16 juillet 2018. Cette recommandation comprend l'argumentaire scientifique et 6 fiches de synthèse associées
examens complémentaires et traitements, performance des tests diagnostiques actuellement recommandés, borréliose de Lyme, haute maladie vectorielle à tic, prévention des maladies vectorielles à tic, symptomatologie, syndrome polymorphe, persistant polymorphe, après possible piqûre de pique, ce fameux SPPT, tellement sujet à controverse. Le Collège de la Haute Autorité de Santé a estimé que ces recommandations, bien que ne répondant pas à toutes les questions, parce que la science ne le permettait pas, représentaient un progrès réel pour la prise en charge par rapport aux recommandations précédentes et qu'il était donc important qu'elles voient le jour. Nous reviendrons après sur les problèmes qui se sont passés ensuite. J'insisterai juste sur les préconisations parce qu'il faut revenir aux faits. C'est important dans un débat où il y a beaucoup de passion. Nous préconisons que le diagnostic repose avant tout sur un examen clinique et que les sérologies sont un complément et d'autres examens complémentaires peuvent être également utiles. Comme pour toutes les autres infections bactériennes, le traitement repose sur des antibiotiques et cela peut aller de 14 à 28 jours selon la forme avec des posologies un petit peu variables et c'est à peu près les seules discordances que nous avons avec le NICE, c'est combien de jours et quelle posologie, c'est-à-dire que nous tapons un peu moins fort, un peu plus longtemps, ils tapent un peu plus fort, un peu moins longtemps, mais ce sont vraiment des nuances. Nous disons que certaines personnes ayant été potentiellement exposées aux tiques présentent des signes cliniques polymorphes, douleurs musculaires, maux de tête, fatigue, troubles cognitifs, qui persistent, généralement diffus, et qui peuvent être invalidants. Nous disons et écrivons que l'état actuel des connaissances, nous ne savons pas si ces signes sont dus à l'existence d'une borréliose de Lyme persistante, après traitement ou non, ou à d'autres agents pathogènes qui seraient transmis par les tiques, ou même d'autres maladies. Or, ces patients se retrouvent en errance diagnostique sans prise en charge appropriée. Ils ont parfois recours à des tests de qualité douteuse, des traitements inadaptés, non validés et à potentiel risque d'effets secondaires. Donc nous disons que même si les incertitudes scientifiques sont réelles, tous les patients doivent être pris en charge et entendus dans leur souffrance. Et nous précisons ainsi l'attitude diagnostique et thérapeutique concrète à proposer à ces patients qui présentent ces signes cliniques depuis plus de 6 mois, plusieurs fois par semaine, et qui a été regroupée sur proposition du groupe de travail sous la dénomination symptomatologie syndrome persistant polymorphe après possible piqûre de tique. Quelle que soit leur sérologie, l'HAS recommande de proposer un traitement pour soulager les symptômes, c'est une première chose, en attendant d'en savoir plus sur la maladie dont souffre le patient, de réaliser un bilan étiologique complet pour éliminer la piste de maladies inflammatoires, de pathologies infectieuses ou non infectieuses, quelle qu'elle soit. Et si ce bilan n'aboutit à aucun diagnostic, alors de proposer un traitement antibiotique d'épreuve de 28 jours au patient après discussion avec lui. Ce que nous disons aussi, c'est qu'aucune prolongation de ce traitement antibiotique ne devra être proposée en dehors de protocoles de recherche encadrés par un centre spécialisé des maladies vectorielles à tic. Ces centres devront proposer une prise en charge multidisciplinaire et multiprofessionnelle adaptée aux symptômes de chaque personne et documentée afin de faire avancer les connaissances. C'est-à-dire que ces patients qui seront traités dans ces protocoles permettront ultérieurement d'améliorer les connaissances et de mieux prendre en charge les patients souffrant de ces symptômes. Et nous disons également qu'il est nécessaire d'inciter
à la mise en place d'études de recherche fondamentale, de recherche translationnelle, observationnelle, clinique, au travers d'une politique incitative reposant notamment sur des appels d'offres envers les établissements publics à caractère scientifique et technologique, CNRS, INSERM, INRA, IRD, etc. L'objectif est d'arriver à terme à décrire l'ensemble des impacts chez l'homme des agents infectieux présents dans les tiques et transmissibles par piqûre de tiques, de comprendre les mécanismes physiopathologiques déclenchés, d'expliciter les symptômes décrits dans l'ESPPT, de rechercher les meilleurs schémas thérapeutiques, de chercher le lien entre certains diagnostics différentiels potentiels et l'infection à Borrelia. Il est nécessaire également d'étudier la qualité de vie et le vécu des patients à travers des recherches en sciences humaines et sociales. En d'autres termes, conformes aux recommandations internationales, nous demandons, nos recommandations prévoient notamment que les personnes souffrant de ces symptômes polymorphes persistants non expliqués, avec une sérologie positive ou négative, bénéficient d'un bilan étiologique complet et d'une prise en charge globale adaptée à leurs symptômes. Nous avons donc recommandé la création de centres spécialisés pour éviter l'errance, avec une prise en charge multidisciplinaire et multiprofessionnelle, comme cela a été un des objectifs prévus dans le plan Lyme 2016. L'organisation des soins recommandés par la HAS permet d'expérimenter des traitements d'épreuve et notamment des antibiotiques thérapie prolongée, mais en les encadrant strictement dans des protocoles de recherche, afin de garantir la sécurité du patient et d'évaluer l'impact de ces traitements dans le but d'améliorer les connaissances. Contrairement à ce que j'ai beaucoup lu, les recommandations de la HAS n'ont donc ni affirmé ni infirmé l'existence d'une forme chronique de la maladie de Lyme. Elle a fait part de l'impossibilité de se prononcer objectivement en l'état actuel des connaissances et des études. Ce faisant, elle n'a cédé à aucune pression, je le dis, mais elle a fait primer la rigueur, l'objectivité et l'intégrité scientifique sur toute autre considération. Notre priorité est de permettre une prise en charge adaptée des patients. La HAS a explicitement prévu dans le préambule de la recommandation une actualisation périodique de celle-ci, au minimum tous les 2 ans, pour prendre en compte toutes les nouvelles données de la science qui pourraient justifier des modifications dans la prise en charge des patients. Dans les faits, nous sommes partis sur le principe d'un point d'étape tous les 6 mois avec les parties prenantes. La première réunion d'actualisation s'étant tenue à la HAS le 23 janvier dernier. Enfin, en septembre 2018, la DGS a missionné la SPILF pour un travail complémentaire. J'en ai pris acte et attends de voir le travail de la SPILF et la méthodologie qu'elle aura déployée pour ce travail complémentaire. Il serait regrettable, et nous le disons haut et fort, ensemble, pour les professionnels de santé comme pour les patients, que 2 recommandations différentes existent, au risque d'entraîner confusion et désorganisation. Il est en revanche tout à fait possible et même probable que la HAS intègre à ces recommandations tout complément élaboré par les professionnels et qui obéirait à la même rigueur scientifique et à la même impartialité que celle qui est suivie dans notre maison. Je rappelle enfin que la HAS n'a jamais fermé la porte à une actualisation de ses propres recommandations, bien au contraire, à condition que cela soit scientifiquement justifié. Et nous avons d'ailleurs pour cela, étant donné les incertitudes importantes, scientifiques, persistantes qui pèsent sur cette maladie, nous l'avons prévu d'emblée. Je vous remercie de m'avoir laissé m'exprimer.
Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, les patients n'en peuvent plus des polémiques. Ils en sont les premières victimes. Notre premier devoir est de les écouter, de les accompagner, de lutter contre la souffrance et l'errance diagnostique, thérapeutique, parfois même géographique. Je suis médecin par passion. Mon engagement pour la santé publique et les maladies infectieuses ne date pas d'hier. J'ai exercé avec rigueur, tolérance et constance plus de 20 ans dans le service universitaire de maladies infectieuses qui fut celui de Éric Dournon, pionnier du Lyme en France, puis de Christian Perron. J'y ai suivi probablement plusieurs centaines de malades, parfois graves, et les 2 dernières années, en consultation dédiée, ma consultation était remplie de malades extrêmement complexes, souvent en errance tragique. J'ai encouragé et participé à de nombreux projets de recherche sur cette thématique, que ce soit des projets de recherche épidémiologique ou des projets de recherche clinique. J'ai porté à la demande de la ministre Marisol Touraine, dont j'étais conseiller pour la sécurité sanitaire, la création d'un plan ministériel Lyme et maladies vectorielles à tiques, très cohérent, avec 5 axes: renforcement de la surveillance vectorielle, puisque nous sommes face à une maladie environnementale, avec une approche nécessairement vétérinaire et agronomique, le renforcement de la surveillance épidémiologique en population humaine, avec des enjeux majeurs d'information de la population, de promotion de la santé et de prévention, des enjeux qui ont été parfaitement décrits par la présidente de l'HAS, de prise en charge optimisée et d'amélioration des tests diagnostiques. La directrice générale adjointe de la NSM vous en parlera sûrement, ainsi qu'évidemment tout ce qui est nécessaire aujourd'hui face à ces incertitudes, de renforcer en termes de recherche globale, puisque sur des sujets pareils, finalement, l'ensemble des opérateurs français de recherche peuvent être impliqués, que ce soit les alliances consacrées à la santé, à Visan, les alliances consacrées à l'environnement, à l'envie, ou les opérateurs qui sont davantage sur les sciences humaines et sociales, Athéna. Tout ce plan a été élaboré avec les associations de patients. Ils sont associés au comité de pilotage présidé par le DGS. Mon prédécesseur l'avait mis en place. Et il se réunit 2 fois par an depuis la mise en place, évidemment avec les associations. En ce qui concerne les recommandations nationales, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, j'ai été moi-même président du groupe de travail pour le protocole national de diagnostic et de soins pour la maladie de Lyme et les maladies vectorielles à tiques à la Haute Autorité de Santé. Ça a été une très belle expérience. J'ai animé les nombreuses séances de travail ouvertes à de très nombreuses parties prenantes, 35 à 40 participants à chaque séance, avec la volonté réaffirmée à chaque séance d'écouter en premier la souffrance des malades et d'obtenir un consensus dans l'intérêt de tous, avec sérénité et dans le respect de la parole de chacune et de chacun. Et je crois pouvoir aujourd'hui vous dire que la précédente conférence de consensus, qui date de 2006, nous paraissait effectivement obsolète pour des raisons évidentes d'ancienneté et parce qu'il y a eu évidemment beaucoup de publications scientifiques entre 2006 et 2018. Je suis assez frappé d'ailleurs en entendant notre collègue britannique de la similitude de la méthodologie utilisée, des questions posées, de la façon d'y répondre. Donc on peut vraiment considérer que le travail de l'HAS non seulement a été conforme à ses propres recommandations méthodologiques, mais finalement très proche aussi des méthodologies utilisées par nos collègues, notamment allemands, britanniques et américains, qui se posent les mêmes questions que nous à peu près en même temps. J'ai été nommé directeur général de la santé quelques jours avant la séance de clôture et je dois vous dire que j'ai personnellement déploré la non-signature par les parties prenantes d'un document pourtant issu d'un très important travail collégial pour lequel il y avait eu globalement un consensus sur beaucoup de points et quelques points de dissensus sur des points finalement très techniques. La priorité des pouvoirs publics, et je suis directeur général de la santé, c'est la prévention. Et il y a des enjeux majeurs de prévention dans le champ des maladies vectorielles à tiques. C'est la défense de la santé publique et c'est la prise en charge aussi optimale que possible des malades avec, là encore, des enjeux de développement, de renforcement de la recherche transversale en lien étroit avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, l'INSERM qui a été pilote sur ce projet et qui est représentant des alliances.
Les malades, je crois, ont droit à des recommandations consensuelles et actualisées, et l'HAS, effectivement, avait prévu une actualisation de ces recommandations en fonction des connaissances scientifiques et des pratiques médicales. Donc je suis resté parfaitement cohérent et mobilisé et indépendant des pressions d'où qu'elles viennent. J'ai effectivement demandé au président de la SPILF, qui avait travaillé conjointement avec l'HAS dans les mois précédents, de revenir travailler sur ce point avec toutes les sociétés savantes concernées, qui sont au moins une vingtaine, et de travailler à partir des travaux majeurs de l'HAS, donc ce n'était pas un travail différent ou contradictoire, mais bien de repositionner les sociétés savantes par rapport à ce travail, par rapport à cette énorme masse d'informations, de recommandations, d'analyses de publications scientifiques, de revenir ensuite vers les associations et les parties prenantes pour pouvoir, et c'était ça l'objectif, élaborer des nouvelles recommandations tenant compte, avec la méthodologie HAS, des très nombreuses publications scientifiques qui continuent à sortir et des travaux collectifs internationaux qui sont contemporains, puisque vous l'avez rappelé, le NICE en Grande-Bretagne vient de sortir ses recommandations et les recommandations américaines sont attendues dans quelques jours. Donc, je pense que cette actualisation était nécessaire et qu'on ne peut pas accepter que les sociétés savantes ou certains médecins issus des sociétés savantes puissent dire librement qu'ils se sentent indépendants des recommandations du collège de l'HAS ou que même les recommandations de 2006 continuent à s'appliquer. Donc je ne voulais pas de ça, je ne voulais pas de cette polémique-là, je ne voulais pas d'un risque très important de chacun pour soi, c'est-à-dire que finalement chaque société sorte ses recommandations sur le Lyme neurologique, le Lyme cutané, le Lyme articulaire, le Lyme cardiaque, et ça c'était vraiment très dangereux. Et de la même façon qu'il n'est pas concevable, je rejoins totalement la présidente de l'HAS, il n'est pas concevable qu'il y ait en France plusieurs recommandations officielles ou des recommandations officieuses de groupes plus ou moins engagés dans la prise en charge. Donc je vous demande de ne pas faire de procès d'intention, mon objectif était vraiment très clair, parvenir à des recommandations pratiques consensuelles concernant la prévention, le diagnostic, le traitement de la borréliose de Lyme et des autres maladies vectorielles à tiques qu'il faut systématiquement associer, à partir des recommandations élaborées avec la méthodologie de l'HAS par les parties prenantes invitées par l'HAS et appuyées sur les recommandations de prise en charge qui aujourd'hui sont disponibles dans de nombreux pays, dont l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Il me paraît absolument fondamental d'impliquer toutes les sociétés savantes et les associations de patients dans l'élaboration de ces recommandations, en prenant en compte, et j'insiste sur ce point, en prenant en compte les impératifs de déontologie, de transparence, de rigueur scientifique, d'indépendance et bien sûr de prévention des conflits d'intérêts. Le document final que j'appelle de mes voeux, et je pense qu'il n'y a aucun sujet de dissensus avec l'HAS sur ce point, c'est un document pratique, cohérent, basé sur des preuves scientifiques quand elles existent, consensuelles, applicables au quotidien, sur le terrain, par les principaux professionnels de santé concernés par ces situations, en particulier les médecins généralistes qui ont besoin, évidemment, qu'on leur donne des recommandations claires, mais aussi compréhensibles, et c'est très important parce que je pense que nous avons un devoir de pédagogie, compréhensibles par les patients, envers lequel nous avons un devoir absolu d'écoute et de réponse. La présidente de la Haute Autorité de Santé, le professeur Dominique Le Guiludec et moi-même souhaitons vivement que ce travail puisse s'intégrer et actualiser la recommandation nationale du collège de l'HAS. Cela suppose de conserver une réponse pour tous les patients concernés dans un document intégratif validé par le collège de l'HAS. Je crois vraiment que la DGS et la Haute Autorité de Santé ont un objectif commun, le partage des connaissances au profit des personnes malades et des professionnels de santé. Maintenant, une remarque peut-être plus d'infectiologue ou de spécialiste de santé publique. Je pense vraiment que tout doit être fait pour éviter les procès d'intention, les dogmes, les postures, les querelles de mots et les guerres d'ego. Les malades ont vraiment une exigence que nous devons entendre, une exigence de rigueur, une exigence d'indépendance, de transparence et d'engagement de l'ensemble des professionnels. Pour ma part, en tant que DGS, je veux de la science, des solutions concrètes sur le terrain, des progrès réels pour les malades et de la sérénité. Pourquoi ? Parce que, en guise de première conclusion, et Dominique Le Guiludec l'a dit, nous sommes objectivement face à des incertitudes scientifiques et médicales, et que face à des incertitudes scientifiques et médicales, il faut être capable de dire en tant que professionnel de santé, nous ne savons pas,
Et il faut savoir aussi adopter une stratégie modeste et humble, avec évidemment des enjeux majeurs, et ça a été très bien dit par nos collègues britanniques, les enjeux majeurs d'obtenir un consensus pragmatique, et c'est vraiment fondamental, parce que le risque, et ça a été aussi cité par le professeur Faust, le risque que je vois pour les patients, c'est le risque de la stigmatisation. Il faut se méfier du risque de stigmatisation quand les maladies font l'objet de débats aussi passionnés. Je pense que les autorités françaises et les professionnels de santé sont tout à fait capables de faire aussi bien que leurs collègues britanniques, avec en tête évidemment la priorité pour les malades. Nous avons fortement renforcé l'ensemble des axes. Je citerai très rapidement le travail majeur de l'INRA et de l'ANSES, mais aussi la surveillance pratiquée par Santé publique France, les enjeux de prévention en population générale, puisque nous lançons dans les tout prochains jours un spot de prévention, et c'est évidemment fondamental pour éviter les morsures de tiques, pour savoir comment gérer une morsure de tique. Donc tout ça est en train de se mettre en place. De la même façon, je rassure les associations de patients sur le fait que nous allons effectivement créer des centres de référence, non pas, contrairement aux Britanniques, pour parquer les patients et risquer justement une prise en charge trop isolée, mais au contraire pour leur proposer des centres où on aura à l'évidence la certitude que les médecins font preuve d'ouverture d'esprit, d'écoute, que les associations sont systématiquement écoutées et associées aux démarches, qu'il y a une multidisciplinarité, un plateau technique, une collégialité qui permet une approche pragmatique, parce que vraiment, face à ces symptômes, face à ces maladies, il faut une approche pragmatique et non dogmatique. Donc très clairement, nous sommes dans cette phase d'élaboration et de désignation des centres de référence. Je rassure là aussi les patients, il y a de nombreux candidats pour ces centres de référence. Il y aura un jury indépendant associant les parties prenantes et les associations d'usagers, l'INSERM, la Fédération hospitalière de France, Santé publique France, et un président qui sera désigné de façon indépendante, en sachant qu'évidemment, nous veillerons scrupuleusement à la prévention des conflits d'intérêts. Et parmi les critères de sélection auxquels nous serons très attentifs, il y a évidemment l'écoute des patients, la qualité scientifique du dossier, on parlait de l'importance de la recherche clinique, mais aussi l'engagement du centre dans une démarche volontariste de démocratie sanitaire. La mise en place de ces centres de référence est une action majeure du plan priorité prévention et du plan de lutte contre les maladies vectorielles à tiques, avec une enveloppe annuelle de 1,5 million d'euros fléchés en MIG. Sur le diagnostic, je n'insisterai pas parce que vraiment tout a été dit. Le diagnostic doit évidemment être clinique. On écoute d'abord les symptômes des patients avant de se focaliser sur le résultat d'un test. Il y a aussi une immense variabilité individuelle en médecine. Et donc, on pourra reparler, si vous le souhaitez, de la sensibilité et la spécificité des tests actuellement disponibles. Enfin, je voudrais terminer par une note d'espoir. Il y a évidemment des enjeux face à ces incertitudes scientifiques et médicales, des enjeux de recherche avec une approche globale. Je pense que ces maladies vectorielles à tiques qui sont liées aux modifications climatiques, aux modifications environnementales, aux modifications de comportements humains en lien avec la faune et la flore, nécessitent une mobilisation générale de nos opérateurs de recherche. Il y a effectivement ici un enjeu majeur pour demain et pour le devenir des patients. J'ai rencontré il y a quelques jours le professeur Gilles Bloch, qui est le nouveau président-directeur général de l'INSERM, qui est l'opérateur de recherche pilote sur cette thématique. Il est totalement concerné et mobilisé sur ces enjeux. Nous avons des travaux de recherche prioritaires, déjà sur les nouveaux tests diagnostiques. L'INRA porte un projet absolument passionnant de recherche participative permettant d'associer les patients et même les citoyens à l'information de géolocalisation des tiques, de géolocalisation des zones les plus touchées, et puis la possibilité d'étudier la piqûre elle-même et la tique, puisqu'on peut aussi broyer la tique pour avoir une approche protéomique. Donc on voit bien que tout ça est absolument passionnant. De nombreux acteurs sont en train de se mobiliser. Le CNR, le CNRS, l'INSERM, l'INRA sont mobilisés sur de nombreux dossiers. Les cliniciens sont aussi mobilisés puisque un dossier pour le PHRC a été déposé par l'INSERM et sera évidemment examiné de façon indépendante par un jury scientifique dans les prochaines semaines. Donc je pense qu'aujourd'hui on peut
vraiment se féliciter de la mobilisation de l'ensemble des opérateurs de recherche sur ces sujets importants, sur ces sujets émergents de maladies vectorielles à tiques, en France comme en Europe. Et là encore, les mécanismes de financement européens sont tout à fait importants. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer et vraiment vous assurer que la Direction générale de la santé et l'HAS n'ont qu'un seul but, fournir des recommandations claires aux professionnels de santé, mais surtout s'assurer qu'en France, les patients ont une écoute, ont une réponse, même si tout ne peut pas être standardisé, même si on n'a pas la réponse à tout, les patients ne demandent pas forcément une réponse, ils demandent une écoute et ils demandent une approche pragmatique et une tolérance par rapport à ce qu'ils ont pu vivre. Et donc je pense que les histoires d'errance, les histoires de souffrance sur des mois doivent cesser rapidement dans notre pays. Merci beaucoup. Je passe immédiatement la parole à Madame Doineau. Merci, Monsieur quelques questions. le Président. Nous arrivons au terme de ces tables rondes que nous avons organisées ici au Sénat. Je dois dire que ça a eu un véritable succès parce que nous avons été les uns et les autres les destinataires de nombreux mails, de nombreuses manifestations, quelles qu'elles soient. Et donc, ça aura au moins eu le mérite de remettre les choses à leur place. Je voudrais vous remercier en vos places et qualités des éléments que vous nous avez apportés en termes de connaissances ce matin. C'est sûr que la controverse est là et elle occasionne évidemment une grande confusion. Et l'intérêt peut-être de ces tables rondes, c'est peut-être justement d'essayer de comprendre que rien aujourd'hui n'est admis en termes de fin en soi sur les connaissances de cette maladie, sur l'évolution des soins aussi que l'on peut apporter aux malades. Et donc, je resterai sur cette relation qu'il y a entre les propos du professeur Solfaust et vous-même, professeur Salomon. Vous avez parlé de recommandations pratiques et lui-même parlait de pragmatic decision. Donc je pense que les uns et les autres, vous êtes d'accord pour apporter une réponse la plus compréhensible possible et la plus adaptée possible. Alors j'aurais 3 questions. On en a déjà parlé dans les autres tables rondes, mais néanmoins je voudrais avoir votre regard sur ces éléments-là. L'Institut national de santé publique au Canada a mis en place une formation à destination des médecins, notamment des médecins généralistes, sur le diagnostic et le traitement de la maladie de Lyme. Des actions de ce type sont-elles mises en place en France? On a déjà eu une réponse lors de la première table ronde, mais je voudrais avoir votre avis sur l'intensité ou peut-être la remise en cause ou la multiplication de ce type de formation. Faut-il envisager de faire de la formation à la prise en charge de Lyme une priorité du développement professionnel continu des généralistes? Là, c'est la question. Ma deuxième question, pourriez-vous rappeler les moyens financiers? Alors, vous en avez un peu parlé, professeur Salomon, notamment par rapport à l'ensemble des actions de prévention que vous mettez en place, mais j'aurais souhaité avoir plus d'éléments. Quels sont les moyens consentis par la puissance publique à la recherche sur la maladie de Lyme? Aussi, parce qu'il y a la prévention, mais la recherche, on a vu à travers les échanges que certains se sont plaints de ne pas avoir les moyens de lancer davantage de recherche. Est-ce que vous pensez que c'est une réalité? Et puis ma dernière question, c'est sur l'existence supposée ou récusée d'une maladie de Lyme chronique, et vous en avez quelque peu parlé aussi, ou beaucoup parlé. Ça cristallise, on le voit bien, les tensions au sein de la communauté médicale, mais aussi avec les communautés associatives de patients. Comment dépasser, selon vous, cet antagonisme aujourd'hui? Parce qu'on a vu que la publication, ou en tout cas la communication faite sur le courrier que vous aviez envoyé en septembre à la SPILF a suscité beaucoup de réactions. Alors comment pensez-vous sérieusement que les recommandations donc demandées par la DGS à la SPILF seront de nature à aplanir le débat, ou en tout cas les éléments que vous avez apportés aujourd'hui, qui je pense sont tout à fait factuels et nous permettent de mieux comprendre comment vous voyez justement l'évolution des recommandations de la HAS avec justement des recherches continues et l'interpellation de toute société savante ou de toute évolution scientifique de la maladie. Merci. Merci, madame. Je vous laisse répondre. Merci beaucoup. Alors, pour commencer peut-être par l'essentiel, la prévention. Je pense qu'on est
déjà dans une étape de mobilisation majeure. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'initiative de l'application Signalement TIC, qui rencontre un très vif succès. C'est vraiment de la science participative. Donc ce sont les citoyens qui s'emparent de cette application sur leur smartphone. L'idée est effectivement de télécharger l'application et ensuite signaler la présence de tic ou même potentiellement la notion d'une piqûre de tic, faire une photo de la tic, faire une géolocalisation de où est survenue sur le territoire cette piqûre de tic et ensuite de pouvoir participer à différents protocoles. Donc je pense que cette application très ludique peut être déjà un outil important. Évidemment, il y a des outils beaucoup plus classiques, des supports de prévention qui ont été élaborés par Santé publique France, 800 000 documents déjà diffusés et évidemment tous ces documents sont disponibles en ligne pour en particulier les associations et les collectivités locales qui jouent un rôle majeur dans la prévention sur le terrain. Nous avons aussi un partenariat très fort avec l'ONF, l'Office national des forêts, qui a déjà installé plus de 2000 panneaux d'information à l'entrée des forêts sur les recommandations à suivre. Et puis le spot dont je vous ai parlé, qui a été fait en étroite collaboration avec les associations, puisque ce sont même les associations qui ont eu l'idée de ce spot et qui ont totalement écrit le script. Il est extrêmement réussi, je trouve. Il vous donne en 9 conseils tout ce qu'il faut savoir avant, pendant et après une éventuelle exposition en forêt ou dans un jardin, puisque je vous rappelle que on associe souvent les tiques avec les forêts, mais finalement, on peut très facilement trouver des tiques dans les squares, dans les lieux publics ou dans son propre jardin privé, dans son domicile, à proximité de Paris, par exemple. Il y a des tiques, c'est évident. Donc, un énorme effort de prévention, de mobilisation des collectivités locales et des associations, et je pense que c'est un signal très fort que de dire qu'on peut éviter l'exposition à la tique, on peut éviter la morsure de tique, et puis on peut savoir aussi comment gérer une éventuelle piqûre de tique pour éviter toute complication clinique. Donc on a un très fort partenariat, en particulier avec les associations agréées et la Fédération française des maladies vectorielles à tique. En ce qui concerne la recherche, alors là, c'est beaucoup plus compliqué puisque, comme je vous l'ai signalé en début d'intervention, finalement, tous les opérateurs de recherche sont concernés, que ce soit évidemment l'INSERM, tête de file, mais l'INRA, le CNRS, le CEA qui travaille aussi sur des tests. L'ensemble des grands opérateurs de recherche sont mobilisés. Donc, faire la synthèse et la somme des mobilisations financières serait compliqué. Il faudrait probablement solliciter davantage le MESRI, mais on peut effectivement aller regarder du côté des alliances. Moi, je pense que cette mobilisation est en cours. L'intérêt est vraiment croissant pour les maladies vectorielles à tique du côté des chercheurs. Il y a des outils, il y a l'Agence nationale de recherche qui peut faire des appels à projets ciblés ou non ciblés. Les alliances se rencontrent sur ce sujet. Le PHRC est un outil important pour nos médecins qui souhaitent développer des protocoles de recherche clinique. Et puis, il ne faut pas oublier, cette maladie n'est pas que française, elle touche évidemment l'ensemble de l'Europe. Et il y a aussi des appels à projets puissants, fortement financés du côté de l'Union européenne, notamment sur l'impact de l'environnement sur la santé. On est vraiment sur des priorités Horizon 2020 et donc il y a aussi potentiellement de très importants financements à aller chercher pour nos chercheurs auprès des instances européennes. Donc voilà pour les deux questions que vous avez posées sur prévention et recherche. Sur formation, c'est évidemment toujours la question qu'on se pose. Il y a objectivement un fait, c'est que les connaissances que nous accumulons sur la maladie de Lyme et les maladies vectorielles à tique sont relativement récentes. Et que donc forcément, beaucoup de professionnels de santé découvrent au fur et à mesure ces connaissances par rapport à leur formation initiale. Donc on a des enjeux évidemment de formation continue. Je vais peut-être vous surprendre pour avoir été longtemps VIH-ologue, comme on dit. Moi, je crois beaucoup en la vertu pédagogique des patients. Ça peut surprendre dans cette instance et de la part d'un médecin, mais je pense qu'un médecin généraliste et tout médecin, quel qu'il soit, ne peut pas tout savoir. Il est sollicité par d'innombrables patients, d'innombrables situations. Il faut qu'il puisse avoir accès à un site d'information fiable. Donc, où trouver les informations fiables, évidemment, où trouver les recommandations de l'HAS, où trouver les recommandations des autorités nationales, et est-ce qu'on est face à un site d'information fiable. Donc, nous venons de lancer avec le gouvernement le site santé.fr qui collecte des informations fiables à destination du grand public et qui est maintenant disponible en application. Ça, c'est un accès. Après, on peut évidemment considérer comme prioritaire l'information aux maladies vectorielles à tique dans le cadre du DPC ou dans le cadre de nouveaux outils de communication comme les MOOC qui permettent aujourd'hui en ligne et le soir tard de se connecter à des nouveaux outils pédagogiques sur des nouvelles connaissances. Mais évidemment, on voit bien, ça a été probablement la source de beaucoup de polémiques, que les connaissances évoluent en permanence
Voilà, c'est pas un acquis que d'avoir une formation en 2018 ou en 2019, mais il y a un enjeu de formation continue sur ces maladies vectorielles à tiques dont on ne sait pas grand-chose, dont les agronomes et les vétérinaires souvent sont les pionniers, et dont on découvre que voilà, c'est un champ gigantesque d'investigation pour l'animal, pour l'homme et pour l'écosystème. Enfin, sur la polémique chronique, pas chronique, j'ai beaucoup aimé l'attitude du professeur Faust, parce que c'est la bonne attitude. C'est-à-dire que les malades n'inventent pas leurs symptômes, c'est un fait évident, je tiens à le rappeler, et que certains malades présentent des symptômes chroniques. Je pense que l'approche est celle-là. Alors, quand on a des symptômes chroniques, plutôt que de vous mettre une étiquette, quelle est l'étiologie de ces symptômes chroniques, il faut avoir une approche ouverte et se dire, est-ce que c'est potentiellement lié ou pas à une exposition aux tiques? Est-ce que c'est potentiellement lié ou pas à une maladie vectorielle à tiques? Est-ce que le traitement qui a été conduit en bonne et due forme et en temps voulu, et rester ouvert? Je pense que c'est un minimum face à une interdictive scientifique, rester ouvert face aux symptômes du patient et être capable d'envisager un certain nombre d'étiologies pour éviter justement et la stigmatisation et l'enfermement dans un diagnostic, car l'enfermement dans un diagnostic peut être très dangereux pour un patient qui se retrouve avec une étiquette sur le front et un médecin qui ne considère plus que sa maladie alors qu'il a le droit d'avoir autre chose. Je vais vous citer, pour sortir un tout petit peu de cette polémique Lyme, un exemple tout à fait récent. Vous savez qu'on a été confronté il y a quelques années à une énorme épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, et c'était extraordinaire de voir tous les dogmes tomber. On était certain que l'Ebola ne franchirait pas la frontière d'un village, il est arrivé dans des capitales. On était certain que l'Ebola, face à des gants, des lunettes, ne contaminerait pas les personnels soignants. On a eu des dizaines de morts parmi les personnels soignants. On était certain que la maladie d'Ebola ne sortirait jamais d'Afrique, elle est sortie d'Afrique. On était certain qu'il n'y avait pas de forme asymptomatique, qu'elle était gravissime, hémorragique et épouvantable à chaque fois. On est tombé sur des centaines de personnes qui étaient positives pour Ebola et qui n'avaient quasiment aucun symptôme. Et enfin, on pensait que c'était une maladie aiguë dont on mourait ou dont on guérissait. Et on a aujourd'hui la démonstration qu'on a une infirmière contaminée, qui fait l'objet de publications scientifiques multiples, des Britanniques, qui a toujours une persistance du virus Ebola des mois et des mois après l'infection. Donc je pense qu'il faut être très modeste, très humble, et que finalement le débat n'est pas mérité sur ce point, puisque la vraie question, c'est comment prendre en charge correctement des patients qui présentent pendant des mois des symptômes variés, polymorphes, organiques, de la fatigue, des douleurs, des difficultés neurologiques. Qu'est-ce qu'on leur propose comme attitude diagnostique et qu'est-ce qu'on leur propose ensuite comme attitude thérapeutique? Je pense qu'il faut rester dans ce champ classique de la médecine traditionnelle, c'est-à-dire l'écoute des patients et la recherche de solutions à la souffrance du patient. Voulez-vous ajouter quelque chose? Non, je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, en particulier sur la priorité de la prise en charge adaptée et du circuit de soins. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous imaginez bien que le collège de l'HAS réfléchit à 2 fois avant de sortir des recommandations contre les sociétés savantes, mes collègues, dont je suis ici il y a fort peu de temps, et que si elle l'a fait, c'est qu'elle considérait que ces recommandations représentait l'état de l'art aujourd'hui, qu'elle préservait justement toutes ces possibilités pour les patients et qu'elle offrait aux professionnels une prise en charge pratique avec les différentes étapes qui ont été décrites dans le document. Donc si nous avons, contre vent et marée, pris le risque de sortir seuls, c'est que nous pensons en effet que ceci aujourd'hui représente l'optimum de ce que l'on peut faire à un moment T en fonction de ce que nous savons. Et j'ajouterais qu'il est extrêmement important à nos yeux que les patients, les usagers, les associations ne soient jamais exclus de nos débats. Il est impossible sur des maladies comme celle-là de travailler seul. D'abord, de façon globale, vous savez qu'à la Haute Autorité de Santé, on considère comme prioritaire l'engagement des usagers et des patients dans tous les domaines, mais encore plus sur des recommandations complexes, des sujets polémiques, pour lesquels il est particulièrement important de mettre tout le monde autour de la table. Ça va ? Bien, je passe la parole à Madame Imbert, alors.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je souhaitais aborder trois sujets, les centres de prise en charge, les recommandations, et puis la recherche. Vous recommandez donc la création de centres de prise en charge pluridisciplinaires des maladies vectorielles à tiques. Combien de centres comptez-vous voir créés en France d'ici 2 ans ? Vous avez, Monsieur le directeur de la DGS, évoqué un montant, si j'ai bien compris, 1,5 million d'euros. Est-ce que ce montant est un montant total, sur une année, sur plusieurs années? Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu les choses? Et interroger sur la pertinence des centres de référence, le professeur britannique que nous avons entendu semble très circonspect. L'utilité de ces centres de référence est-elle admise par la communauté médicale comme par les associations de patients? Concernant les recommandations de la HAS, Madame la directrice, vous avez rappelé la méthodologie de travail de la HAS. Vous avez aussi confié à la SPILF un travail complémentaire. Que deviendra, j'allais dire, la recommandation de la HAS une fois que la SPILF aura produit ses propres recommandations? Vous nous avez rassuré l'un et l'autre sur le fait que à chacun son rôle, j'allais dire, les sociétés savantes avaient leur rôle, mais que elles ne devaient pas prendre, j'allais dire, le pas, parce que ça serait quand même une première sur une autorité publique scientifique indépendante, et donc en ce sens, vous nous avez rassurés. Mais au final, quelles seront les recommandations que les établissements de santé, que l'assurance maladie seront tenus de respecter? J'ose penser que ce seront les recommandations de la HAS. Enfin, la recherche, Monsieur le directeur, vous l'avez évoqué tout à l'heure en répondant à ma collègue, le sujet. Alors, je pense que les sujets de recherche sont nombreux. Beaucoup de questions pour lesquelles les incertitudes persistent continuent d'alimenter les discours alarmistes de certaines associations, à tort ou à raison, puisque effectivement ces questions n'ont pas été définitivement tranchées. Mais je pense en particulier, peut-être que ça serait un des sujets sur lesquels la recherche devrait se pencher, ce sont les risques de transmission de la borrelia, que ce soit par voie sanguine, de la mère à l'enfant ou par voie sexuelle. Je pense qu'il faut que la science s'empare de ces sujets plutôt que de laisser ce travail aux associations. Que comptent faire les pouvoirs publics à cet égard? Je vous remercie. Je vous laisse répondre. Merci beaucoup. Alors, vous avez effectivement entendu l'intervention du professeur Faust, qui, lui, était plutôt contre les centres de référence. C'est un vrai débat qu'on a régulièrement au sein du ministère de la Santé. Est-ce qu'il faut envoyer les patients vers des centres dédiés ou est-ce qu'il faut considérer que l'ensemble des centres hospitaliers sont capables de prendre en charge ces patients? C'est un débat évidemment très intéressant. On se pose la question, évidemment, par exemple, sur la prise en charge de patients lourdement handicapés ou sur des maladies rares. Et donc, on voit bien qu'on a à chaque fois des bénéfices et des risques. Le bénéfice, c'est d'arriver dans un centre bien doté, qui connaît très bien la pathologie, et puis inversement, les risques, c'est que le reste des professionnels se désintéressent du sujet ou qu'il y ait des difficultés logistiques pour certains patients à rejoindre des centres de référence qui vont perdre en proximité, qui vont perdre en accessibilité. Donc on est évidemment passé par cette discussion, en particulier avec la DGOS, qui est pilote sur l'organisation des soins, sur la pertinence, l'utilité, le nombre. Et à la demande des patients essentiellement et des associations, on a considéré qu'il était quand même intéressant de désigner une organisation, avec l'HAS d'ailleurs, de 3 niveaux, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des soins primaires, même si en France on ne connaît pas très bien ce terme, c'est-à-dire la première ligne, puisse répondre. Et effectivement, le médecin généraliste en termes de prévention et diagnostic précoce, traitement précoce, a un rôle majeur. Il faut ensuite pouvoir faire des investigations dans un centre hospitalier quand il faut aller vers une imagerie cérébrale, vers une ponction lombaire, etc. Et puis, il faut pouvoir adresser des patients très complexes à une équipe, et je dis ça vraiment avec force, multidisciplinaire, qui permettra de favoriser au maximum les chances du patient d'avoir un diagnostic établi et d'avoir une prise en charge optimale. C'est pour ça qu'on a choisi de rédiger un cahier des charges très clair sur la pertinence, la qualité scientifique du centre qui sera désigné référent, en étant très attentif à ce qu'il y ait une approche pluridisciplinaire et est-ce que ces 5 centres nationaux désignés après mise en place de centres de compétences en région soient évidemment disponibles pour les patients. Nous avons actuellement 10 dossiers de candidature reçus à date d'aujourd'hui. Le cahier des charges a été établi en concertation avec les associations de patients. Le jury, je vous en ai parlé, sera
évidemment réunis avec un choix vraiment de prévention majeure des conflits. Donc évidemment, dans ce jury ne sera pas présent une personne qui défend son propre centre. Et nous serons aussi très attentifs aux enjeux de démocratie sanitaire locale, c'est-à-dire qu'on soit vraiment certain que les associations soient parfaitement associées et intégrées aux questions scientifiques, aux protocoles de recherche et au fonctionnement de la prise en charge des patients dans ces centres. Enfin, pour le financement, nous avons fléché ces actions prioritaires dans le cadre du plan national de santé publique et du plan de lutte contre les maladies vectorielles. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est bien 1,5 million d'euros par an qui sont fléchés à travers les MIG pour ces futurs 5 centres qui devraient être désignés dans le courant du mois de mai. Dernier point sur les thématiques de recherche. Alors là encore, pour prendre un tout petit peu ma casquette de chercheur, évidemment, il est difficile d'inciter un chercheur à faire de la recherche quand il ne veut pas la faire, mais on voit bien que ce sont des maladies qui intéressent. Il y a beaucoup de publications scientifiques. On n'est pas face à une maladie rare ou face à une maladie abandonnée, orpheline, comme dans certains cas. C'est vraiment des maladies qui intéressent beaucoup de gens, des agronomes, des vétérinaires, des chercheurs, des cliniciens ou des chercheurs fondamentaux. Donc il y a effectivement cette question posée souvent par les associations sur la transmission sanguine ou sur la transmission sexuelle des Borrelia. Il y a des publications déjà disponibles. Il y a évidemment un opérateur clé mobilisé sur ce sujet, c'est l'établissement français du sang, puisque c'est notre opérateur national de collecte. Et par ailleurs, nous avons mis en place ce mois-ci une cellule d'aide à la décision de très haut niveau qui rassemble l'ensemble des experts du Haut Conseil de santé publique. Et le Haut Conseil de santé publique s'est déjà positionné sur ce point. Et donc, on peut, là encore, saisir l'ensemble de l'expertise des membres internes du Haut Conseil de santé publique et d'avis extérieurs, puisque ce comité permanent sera ouvert aux associations pour aborder ce point majeur de l'éventuelle transmissibilité d'agents pathogènes par le sang et par le sexe. Oui. Ah, merci, excusez-moi. J'attendais votre réponse. Que vous m'y invitiez. Pour ce qui est des centres de référence, je crois qu'il faut faire attention à quel niveau ils se situent. Cela n'exclut pas la prise en charge des patients par le premier recours. C'était l'importance également de ce que nous avions mis en exergue dans nos recommandations, c'est-à-dire quelle est la part de ce qui revient aux médecins de premier et deuxième recours, quelle est la démarche qu'il doit mettre en place et à quel moment, à quel niveau il doit passer la main, de façon à ce que dans cette maladie compliquée où il y a beaucoup d'inconnus, les soins puissent être structurés pour en tirer le maximum d'enseignements. Et donc au travers de recherches cliniques et de recherches fondamentales. Et donc je crois que la gradation de ces soins et la description parfaite du parcours de soins et du niveau d'organisation, qu'est-ce qui revient aux médecins généralistes, qu'est-ce qui revient aux services d'infectiologie, qu'est-ce qui revient à ces centres de référence très spécialisés. Évidemment, ils ne verront pas tous les malades, ils verront les patients les plus complexes et ils sont faits pour ça. Mais il faut que nous puissions en tirer le maximum d'enseignements. Donc je crois que la notion de centre de référence n'est absolument pas antinomique avec une bonne prise en charge des patients en soins primaires. Pour les recommandations, je crois que j'ai dit ce que j'en pensais, c'est-à-dire que Jérôme Salomon a fait appel à la SPILF pour éventuellement compléter nos travaux. Nous restons également modestes. Si ce que nous avons produit n'est pas assez pratico-pratique, pas assez lisible, et s'il ne s'agit pas simplement, je dis un petit peu trivialement, pinailler sur des mots pour appeler SPPT ou SSPT la même chose, nous serons tout à fait preneurs d'amélioration. C'est comme ça que nous travaillons toujours en co-construction avec les professionnels et avec les patients, à condition, je le dis bien, que la méthodologie observée soit rigoureuse et que l'impartialité soit toujours là. Quant à la recherche, je crois que tout a été dit et nous ne faisons qu'appeler nos collègues à vraiment investir dans ce champ et dans bien d'autres de pathologies mal connues, en particulier sur le développement d'outils diagnostiques
qui seront plus prédictifs de la maladie, qu'elle soit prédiction négative et positive, car ce que nous commençons à bien avoir démembré grâce à la NSM, c'est les qualités techniques des tests, mais les qualités, les performances cliniques de prédictivité de la maladie par des tests, c'est une chose différente et il faut beaucoup d'études cliniques pour y aboutir. Et voilà pour cette audition au Sénat sur la maladie de Lyme. Les spécialistes de santé publique ont informé les sénateurs sur la stratégie thérapeutique adoptée face à la maladie. Aujourd'hui, seulement 20% des cas de maladie de Lyme sont reconnus. Les autres sont transmis en psychiatrie. Et puis les responsables des autorités de santé publique ont expliqué leur rôle pour lutter contre cette maladie. Un plan de prévention a été lancé fin 2016 et la Haute Autorité de Santé demande que tout diagnostic de la maladie de Lyme repose sur un examen clinique avant de recourir à des antibiotiques. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsena.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.